Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 14 du calendrier de l'Avent et on va parler de notre top 5 des attractions disparues de Disneyland Paris. On va mixer Disneyland Paris, parc principal et studio. Donc on y va, c'est parti, le jour 14 du calendrier de l'Avent, c'est maintenant! Oh! Et on va commencer par Armageddon, les effets spéciaux. Alors vous allez me dire, oui mais moi je mets pas trop. Oui, bah c'est mon top 5. Mais j'agresse pas, ils ont rien fait les gens, pourquoi tu les agresses là? C'est mon top 5, donc je fais ce que je veux, je mets ce que je veux dedans. Oui, c'est... Il faut pas contredire la patronne, non? Il a ouvert le 16 mars 2002. En même temps que le Disney Studio. Et il a fermé le 31 mars 2019. Et il se situe où il y a Web actuellement. Cette attraction ne durait pas très longtemps, elle durait 8 minutes. Sans compter le pré-show à mon avis, parce que, vu la longueur du pré-show, il devait durer un peu plus longtemps que ça, je dirais une vingtaine de minutes. Pour être... Ah ouais, mais là, c'est pas un pré-show, c'est un spectacle. Alors, Armageddon, c'était quoi? C'était basé sur le film du même nom, qui était sorti en 98 avec l'acteur Bruce Willis. Un de mes films favoris, je dois dire. Il est classé dans mon top 5 des films, on va dire en règle générale. Et j'avoue avoir un petit pincement au cœur quand ils nous l'ont fermé. Bon, c'est pour une bonne cause. Parle-nous un peu du concept de l'attraction. Ah, le concept, en fait, on était des acteurs qui allaient tourner une nouvelle scène du film. Et cette scène, ça se passait dans la station Mir. Oui, avec le... Comment on dit? Cosmonaute, spationaute, astronaute? Je suis perdu avec tous ces noms. L'homme en blanc. Qui est dans l'espace. Le russe. Le russe. Exactement. Russe. Donc, ça se passait dans le studio 7, entrée A ou entrée B, selon le côté où vous étiez. Et les visiteurs étaient mis en condition, avec un passage extrait du film. Ou là, tu parles de la scène où la station Mir est complètement détruite, c'est ça? C'est ça, au moment où l'astéroïde, enfin une pluie d'astéroïdes, vient s'abattre en fait sur la station Mir. Donc un cast était là pour expliquer, en fait, pour montrer l'évolution des effets spéciaux au fur et à mesure des années. Et puis souvenez-vous, on avait aussi l'acteur Michael Clarke Duncan qui nous expliquait un peu quelques secrets du tournage du film. Chut, ça reste entre nous, ça. Les visiteurs, soit les guests à Disney, étaient invités à s'entraîner, en fait, pour cette scène de rôle. Ils devaient s'entraîner à jouer la peur, puis la panique, en se protégeant le visage. Oh non, non. Tu le faisais bien, hein, t'as dû beaucoup t'entraîner. Oui. Ensuite, on avait une présentation du plateau de tournage. Et on nous présentait... Un ordinateur parlant, et surtout du colonel Andrew Puff. Non. Non, d'abord gagné. Non. Les guests quittaient du coup le pré-show pour aller vers le studio 7. Qui était d'ailleurs une réplique parfaite du film. Hein. Totalement. Le scénario était simple, une grosse météorite arrivait sur la station Mir, et du coup, les catastrophes commençaient à arriver, parce qu'une petite pluie de météorites arrivait débouler sur la station Mir. Ah, maintenant je comprends mieux pourquoi les lumières s'éteignaient. Parce qu'au début, je croyais que c'était une panne de courant. Et puis, on avait certaines parties de la station qui s'écroulaient. Oui. Et le plafond, il commençait à battre de l'aile. Tomber. Et il commençait à tomber dès la première partie en réalité. Et là, eh bien, les ennuis continuent. Parce qu'une petite partie de la station finit par se détacher. Mais ça provoque quoi? Un grand feu. Oh oui. Le système anti-incendie se déclenche. Et du coup, ça provoque un problème de pression dans les tuyaux. Ce qui provoque un autre problème. Arrachant une partie de la paroi. Bah oui, tant qu'à faire. Ensuite, vous avez l'air qui s'échappe, qui provoque une deuxième explosion. Pendant ce temps, le météore, lui, se rapproche de la station Mir, et tout ça à grande vitesse, provoquant des flammes gigantesques sur le plateau de tournage, qui est toujours, je le rappelle, plongé dans le noir. Et là, on avait une voix qui est lancée... Coupé! Et voilà, c'était dans la boîte. Ce n'était pas très long comme attraction, je l'ai dit, c'était 8 minutes. Mais si on assemblait le pré-show, eh ben j'avoue que ça commençait à faire très long pour les petits petons. Puisque c'était son défaut principal. Bah oui, on attendait dehors, debout, on avait le pré-show debout, et on avait l'attraction debout. Bref, c'était quand même costaud. Donc on est d'accord, c'est une zone. Alors, on a Armageddon, on avait mal aux jambes. Ouais.
Et maintenant, on a Web, on a mal au bras. Oui, j'avoue que c'est une zone un petit peu à risque de ce coin-là. Mais c'était pour moi une attraction que j'avais besoin de mettre dans ce top 5 parce que c'est une attraction que j'adorais faire, surtout plus jeune. Elle existerait encore maintenant, je la ferais volontiers. Alors, si vous l'avez vu, eh bien évidemment, Armageddon a été remplacé par une attraction, celle du Web, la nouvelle attraction du Land Marvel. Et vous allez voir un peu plus tard que Marvel, quand il est arrivé, il a fait fermer pas mal d'attractions en réalité. Et ouais. En 4e position, eh bien, on a été mettre au studio le studio Tram Tour Beyond the Magic. Oh yes. La What Again Beast to Fly, Oh, comme yeah. toujours. C'est une attraction qui a ouvert ses portes le 16 mars 2002. et qui a fermé ses portes le 5 janvier 2020. Il durait 20 minutes et avait le système de... Fast pass. On avait des voix françaises et des voix américaines, enfin anglaises. En voix française, on avait... Irène Jacob. Et pour les hommes, on avait qui? C'était Jérémy Iron. De 2002 À à 2020. Comme vous le savez, maintenant, ça a été remplacé par Cars Road Trip. Alors, le but, c'était de monter dans un petit tram, un petit train qui vous emmenait à travers beaucoup de zones différentes à cette époque-là. On traversait une zone de stockage des accessoires de nombreux films. Oui, on voyait des décors et un avion de par leur bord. On visitait la cité de Waterfall de Dinotopia, Et ensuite, on est arrivé à Catastrophe Canyon. qui est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle dans la nouvelle version. Mais rethématisé, vous allez voir, à la Cars forcément. Oui. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait Cars Road Trip maintenant et qui n'avaient pas fait Studio Tram Tour à l'époque, Catastrophe Canyon, c'était quoi exactement? En fait, pour faire simple, les visiteurs subissaient une simulation d'un tremblement de terre. Et on voyait un camion qui explosait, une citerne qui explosait, quoi. Tout était en flammes. Et forcément, un tremblement de terre, le tram se tanguait. Et pour à la fin, finir par une trombe d'eau, quoi. Alors pour ceux qui connaissent le film Duel, le camion qui était pris dans Catastrophe Canyon, eh bien lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Oh. Mais tu viens de faire un jeu de mots, là, on est d'accord, là? Non? Bah si, comme 2 gouttes d'eau. Oui, et... Sachant qu'il n'y avait pas 2 gouttes d'eau, il y avait 265 000 litres d'eau. Ça en fait des litres d'eau, je vous le dis. Et une fois qu'on avait fini avec Catastrophe Canyon, on voyait une allée avec plusieurs voitures célèbres. Dont, justement, Cruella. Karting, à Oui. l'époque, qui était déjà là. Les voitures différentes et variées qu'on pouvait trouver dans les films. Et puis en fait, on est arrivé à la dernière zone. Une zone où on était dans Londres, dévastée par un dragon, tiré du film Le Règne du Feu. C'était absolument magnifique, avec cette flamme, quoi. C'était beau. Pourquoi je le dis qu'il faut détruire les dragons? C'est pas pour rien. Mais non. Non, c'était bien le dragon. Non. Si. Et on finissait vraiment en douceur vers le retour. En fait, tout simplement, on passait derrière moteur action. Oui. Et oui, parce que c'est un spectacle qui a lui aussi disparu, mais c'est pas une attraction, donc je l'ai pas cité. Alors, Studio Tram Tour, parce que non, j'ai pas oublié, il passait par les costumings avant. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, eh bien ça a été un petit peu changé, parce que Toy Story Playland est arrivé en 2010. Du coup, eh bien le circuit a été un peu changé et ne passait plus malheureusement par les costumings. Mais toi aussi, t'as oublié de dire que le parcours a été un nouveau dévié quand Ratatouille est arrivé en 2014. Eh oui, parce que bien évidemment, ça changeait un peu les plans du petit train qui faisait le tour. Et pas de choix. Fallait dévier. Petit train, il passe un certain poids. Hein. Petit train, il pesait un certain poids et il recevait quand même pas mal de personnes. En fait, c'était les mêmes qu'on a actuellement à Cars Road Trip. Il n'y avait pas grand-chose de différent, voire rien du tout. Comme on parlait des trams tout à l'heure, ils étaient au nombre de 6. Et il pesait 52 tonnes. Oh ça va, je me sens légère à côté. Oui, pour une fois. Bon, ok. D'accord, tu veux la jouer comme ça, je me rattraperai plus tard. J'ai rien fait. 52 tonnes, eh bien ça comporte et ça permet une capacité de 208 places. Ce qui fait quand même un joli rendement par tram, je trouve. Oui, c'est vrai. Alors, le point positif de cette ancienne attraction, eh bien c'était les décors, parce que les décors étaient tous aussi jolis les uns que les autres. Et ça permettait aux petits petons de se reposer quand même pendant 20 minutes, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Après, il y avait un point négatif. Alors, c'est vrai que pour les fans d'attractions, de coasters, de tout ce qu'on veut,
Bon, bah là, vous n'étiez pas les plus heureux, on doit vous le dire. Après, c'était une attraction qui était quand même beaucoup demandée. Alors, les fast-pass, à l'époque, étaient les bienvenus. Parce que par moment, malheureusement, il y avait du monde. Ma foi, quand il a fermé pour laisser place à Cars Road Trip, je vous avoue qu'au début, je n'ai pas bien accepté Cars Road Trip parce que je trouvais qu'on avait enlevé la moitié des choses. Mais après, soyons compréhensifs, nous avons un agrandissement du Disney Studio. Peut-être que il y est pour quelque chose le fait que Studio Tram Tour soit enlevé. Sachez que vous allez voir qu'à Disney, rien n'est laissé au hasard, et ça sur plusieurs années. Vous le verrez quand on parlera d'autres attractions disparues. Mais je dois avouer que le Studio Tram Tour, s'il a été enlevé, eh bien, c'est bien pour laisser de la place pour les futures landes. Voilà maintenant la 3e place. Alors là, je sais que je vais faire plaisir à Madame Rêveuse, mais aussi à mon ami Ratatouille, enfin Clément, bisous mon loulou, qui a eu d'ailleurs cette idée folle. Alors pas d'inventer l'école, mais de créer tout simplement ce top 5 des attractions disparues. Il est temps de parler de Captain EO et de Chérie, j'ai rétréci le public. Pourquoi tu me regardes d'un air, chérie, je vais te ressortir là? Non. Je te rassure, je ne m'appelle pas Zalinski. Mais on va commencer par Captain EO, faisons dans l'ordre, puisque c'est une des attractions qui, lorsqu'elle a disparu, a fait quand même pas mal de mal, surtout aux fans de Michael Jackson. Elle a ouvert le jour d'ouverture du parc Disneyland, le 12 avril 1992. Elle durait exactement 17 minutes. Mais par contre, c'est par ça qui fait le plus mal. C'est son coût au moment de la création. Entre 17 et 30 millions d'euros. Bah oui, on avait quand même Michael Jackson. Et puis, le clip, on voyait du lourd. Mais on va en discuter un peu après. La musique, elle a été créée par James Horner. Il y avait 2 chansons de Michael Jackson. We are here to change the world. Excusez-moi pour l'accent. Et Another part of me. Eh oui. Alors, il s'agissait de quoi pour Captain EO? Est-ce que toi, tu l'as connu, Captain EO? Non. Tu ne l'as pas connu? Non, je n'ai Tu pas as connu. osé me dire que non? J'ai pas... Tu sais qu'elle a été fermée à 2 reprises, cette attraction. Eh bien, la première fois, elle a été clôturée le 17 août 98. Mais elle est revenue parce qu'elle avait laissé place à Chérie, j'ai rétréci le public. Et ouais, sauf qu'à la mort de Michael Jackson, Disney a décidé de lui rendre hommage. Alors, il n'était pas ouvert tout le temps, il était ouvert qu'à certaines saisons et à l'affluence qu'il y avait à Disney. Elle a réouvert le 12 juin 2010. Et elle a été refermée une seconde fois. Elle est restée jusqu'au 12 avril 2015. Et là, c'était sa fermeture définitive. Au grand regret de beaucoup de fans de Michael Jackson. Alors, on avait le même lieu. C'était Cinemagic Theater, qui est devenu par la suite Discoveryland Theater, qu'on connaît actuellement. Alors, c'était quoi l'histoire concrètement? Vu que tu ne la connais pas, je vais te l'expliquer. Oui, raconte-moi. C'était l'histoire du Captain EO qui était avec son équipage à bord d'un vaisseau spatial. Le but, c'était d'aller offrir un cadeau à une méchante reine, en fait. Mais pas une méchante reine basique, non. Une méchante reine extraterrestre, appelée The Supreme Leader. L'actrice, c'était Angelica Houston. Le capitaine, de base, lui dit « Je vois ta beauté, mais laisse-moi la mettre à jour, ta beauté. » Sauf que la seule façon de le faire, eh bien, c'était de lui chanter une chanson. Donc forcément, elle se laisse pas faire. Elle envoie ses gardes, d'ailleurs, pour s'emparer du Captain EO et de son équipage. L'équipage du Captain se transforme en instrument et du coup en musicien, grâce au rayon musical. Alors, les gardes sont transformés, eux, en danseurs, qui du coup vont aider le Captain EO. La puissance de la chanson fait qu'elle se transforme totalement en une femme magnifique, ainsi que son lieu de résidence qui se transforme en temple grec. Alors, le problème de cette attraction, c'était que si vous ne parliez pas un mot d'anglais, c'était très compliqué de comprendre son histoire. On avait de belles chansons, ça c'était le point positif. Tous les fans de Michael Jackson adoraient cette attraction. Oui. Faut dire que la musique, elle envoyait du lourd. L'effet 3D était incroyable, puisqu'on avait des ongles longs de la méchante reine, on va dire. Et il a laissé place à Chérie, j'ai rétréci le public. Ah oui, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ah oui, là, rien à voir. On est toujours sur un film 3D, soit dit en passant. Ça a démarré le 28 mars 99, et ça s'est arrêté donc Le 3 mai 2010. puisque Michael Jackson a pris le relais. Ça durait 23 minutes.
Chérie, j'ai rétréci le public durait 23 minutes face à 17 minutes de Captain EO. On va passer maintenant à l'idée de l'attraction. Est-ce que tu as connu, toi, Chérie, j'ai rétréci le public? J'ai quelques souvenirs. Quelques souvenirs de cette attraction, oui. C'est vrai que Ouais. j'ai des phases où je me rappelle, mais malheureusement, je commence à vieillir et ma mémoire fait défaut. Bon, en gros, il compte sur la vieille ou l'ancienne de Disney pour pouvoir raconter tout ça, quoi. Bah, il y a une encyclopédie vivante. Non, ça c'est Seb. Ou Madame Rêveuse. Madame Rêveuse est une encyclopédie là-dessus. On va essayer de le faire au mieux. Ça se passe lors d'une remise, en fait, tout simplement, de prix à Zalinski. Ah oui, on l'a déjà connu, Zalinski. Il nous a fait Chérie, j'ai rétréci les gosses. 1, 2, Chérie, j'ai agrandi bébé. Bref, tous ces films qui sont des classiques, bien évidemment, se retrouvent un peu mixés. Et là, c'est nous, pauvres publics, qui en prenons plein le cornet. Parce que ça tourne pas bien. Bah oui, Zalinski, qu'est-ce que vous voulez que ça tourne bien? Zalinski, tu le vois passer au tout début de l'attraction, en fait, sur son overpod. Donc tu sens l'air, en fait. C'était ça qui était bien et que j'adorais, c'est que tu sentais tous les effets. Il fait le zouave, il fait un peu l'idiot, et bam, badaboum, il nous fait tomber sa télécommande du rétrécisseur. À croire qu'il était de ma famille, celui-là. Oui. Hein, oui, je trouve aussi. Et pour le coup, on se retrouve totalement rétréci. Parce que de base, nous, on est dans le public. On est censé assister à la remise de prix. Et ce public qui se trouve totalement réduit, eh bien, il va devoir affronter plusieurs choses durant cette attraction. Il va devoir affronter Gigabit. C'est qui ça? Ah oui, alors Gigabit, c'est le nom du python de Nick. Nick Zalinski possède un python. Bah oui, il n'a rien trouvé de mieux comme animaux de compagnie. Et forcément, le public étant tout petit, vous imaginez bien que le python, il va se faire Petit gueuleton, quoi. un petit gueuleton, une envie d'apéritif. On a Photon. Photon, c'était la souris de Nick. Alors, python, souris, Pas mon ménage. non. Et Nick, il a pas pire idée, mais il va dupliquer le nombre de souris. Oh ouais. Alors là, ça va être la galère. Parce que du coup, on va se retrouver avec plein de souris. Et l'effet des souris était fait avec, en dessous du siège, de sortes de petites languettes plastiques qui vous tapotaient un peu les pattes. Alors c'était beaucoup moins violent que Attention Menhir, quand on est dans les hautes herbes, où ça vous fouettasse bien les jambes. Là, c'était beaucoup plus doux, mais beaucoup plus subtil aussi. Parce que pour le coup, là, vraiment, on aurait pu croire qu'il y avait des souris. Photon, la souris, elle se trouve dupliquée. Et Nick, il se dit, pour zigouiller, ou du moins limiter le nombre de souris, eh bien, je vais utiliser No Mess Holopet. Il te permet tout simplement de reproduire un hologramme. Qu'est-ce qui chasse ces souris qui a 2 oreilles pointues et une queue? Un chat. Voilà. Sauf que l'idée du chat, il le trouvait pas assez méchant. Donc il s'est dit, tiens, je vais foutre un coup de boost dans la bécane. Et du coup, ça se transforme en lynx, puis en lion. Alors, imaginez-nous qui sommes tout petits. V'là pas comme on était secoués. Le sol bougeait un peu plus. C'était peut-être une idée comparée à maintenant avec le filard magique. Mais je trouvais que le sol était un petit peu plus bougeant. À ce moment-là, eh bien, Zalinski réapparaît et retrouve une taille normale. Je pourrais continuer des heures comme ça à vous expliquer ce film, puisque moi, c'était un grand coup de cœur. Bon, Quark, qui est le chien de la famille Zalinski, vient à nous sauver la vie. Sauf que, énième bêtise de Zalinski, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a grandi le chien. Quark se trouve totalement agrandi et on arrive vers la fin de l'attraction. Mais on voit la petite truffe de Quark qui passe à travers le rideau. Elle trouve rien de mieux pour nous dire au revoir que d'éternuer. Et on se prend plein de gouttes dans le visage. Et cette partie-là, je me souviens toujours, les gens c'était « Oh !» Comme si que c'était de la vraie bave. Détendez-vous, c'était juste des gouttes d'eau. Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Ah. Peut-être aller prendre un bain, moi. On va passer à une attraction que je surkiffais. Je ne sais pas toi. De quoi tu parles? On va parler de Rock'n Roller Coaster avec Aerosmith. Il a ouvert le... 16 mars 2002. Eh ben oui, à l'ouverture du studio. Il a fermé le 1er septembre 2019. Ça se situait dans les hangars du studio d'enregistrement. Nommé Tour de Force Record. Pour la petite anecdote, il y avait un autocar à côté de cette entrée de base jusqu'en 2010. Ensuite, il a été totalement enlevé. Il est parti en tournée.
Ouais, on va dire ça comme ça. La file d'attente, elle commençait dehors. Vous montiez une petite montée et vous vous retrouviez au paradis des rockers. On avait des guitares, des objets de collection, des plus grands artistes de rock, les gars. Et franchement, ça envoyait du lourd, parce que je me souviens des grandes guitares dans cette pièce. Tu te souviens de ça? Oui, c'est vrai. Ça envoyait du lourd. Et j'avoue que la file d'attente, même s'il y avait du monde, elle passait quand même. Elle passait même très bien, je dois dire. Oui. On rentrait très vite dans un pré-show. Alors le pré-show, il consistait à quoi? Tu te souviens? Il me semble que c'était une scène de répétition. Ils C'est enregistraient une musique, si C'est mes ça. souvenirs sont bons. Hein. Ils enregistraient une musique pour une attraction. Oh, boy, ça alors! Oh. Et forcément, des montagnes russes. Oh, surprenant. Et les trains s'appelaient Soundtrack. Soundtrack. Et ouais, tout était relié. Je vous l'ai dit, Disney ne laisse rien au hasard. Nous étions appelés dans la zone test. Alors là, commençait le mode poupoune. Parce que c'était là qu'on voyait le départ du train. Je rappelle, en quelques fractions de secondes, on arrivait très 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 vite. Tu te souviens de la vitesse ou pas? Tu te rappelles le nombre de kilomètres/heure en 2 secondes 8? Bien sûr, c'est l'année de ma naissance, en 92 km/h. Au départ, faisait fuir tout le monde. Les plus fragiles, en tout cas d'entre nous qui n'aimaient pas trop les coasters, se carapataient à une vitesse monstrueuse. Nous, on s'est éclatés. Alors, chaque train, ou plutôt chaque soundtrack, avait une couleur, voire même plusieurs couleurs. Nous avons le vert, le violet, le multicolore, le rouge, le bleu et le rose. Et chaque soundtrack, donc chaque train, avait sa propre bande-son. Ils étaient reconnaissables par la couleur des éclairages lorsqu'ils entraient dans leur zone de lancement. Alors, je vous fais la liste de toutes les soundtracks qu'il y avait dans cette attraction. Alors, il y avait pour la 1, Back in the Saddle, et c'était sur un light show vert et jaune. Fine et Love in the Elevator, la light show rose. Sur la 3 maintenant, vous aviez Love in Elevator et Walk This Way. Et c'était la light show multicolore. La numéro 4, Nine Lives. Et c'était la light show rouge et jaune. Enfin, la dernière soundtrack, le dernier soundtrack, Sweet Emotion, tiré de l'album A Little Thought of Sanity. Et c'était sur la light show bleue. Alors, c'était le 13 février 2018, durant la D23 Japan Expo, qu'on annonçait la fermeture de ce coaster, sa rethématisation en mode Marvel, Iron Man Avenger, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, nous passons à la 1. Alors la 1, je sais pas si je vais mettre tout le monde d'accord. En tout cas, moi, c'est mon choix personnel, notre choix personnel, puisqu'on en a discuté ensemble, on a préparé. Toute la journée, nous avons préparé ce vlog, parce que du coup, il avait fallu chercher beaucoup d'infos pour pas vous dire d'âneries. Et ce premier est le Visionarium. C'est le Visionarium, et oui, ça, c'est une grosse perte. Alors, certains vont me dire, non, pas du tout. D'autres vont me dire, si. En fait, le Visionarium, c'est en fonction des goûts et des couleurs. C'était quand même une belle attraction. Mais bon, elle a été remplacée par Buzz Lightyear Laser Blast. Bref, commençons par le début. Le Visionarium, il a été ouvert le 12 avril 1992. Lors de l'ouverture du parc. Et il a été clôturé le 5 septembre 2004. Alors, il y a un partenariat qui m'a beaucoup fait rire sur le Visionarium, c'est le partenariat Renault. Oh. Et oui, parce qu'à l'époque, en fait, les anciennes attractions avaient des partenariats. Par exemple, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, erreur de ma part, Kodak, était le partenaire de Captain EO et de Chérie, j'ai rétréci le public. Rappelez-vous, Disney Illumination. Avec Pandora. Elle durait 20 minutes cette attraction. C'est quand même pas une petite attraction. Ah bah non. Le Visionarium, c'était quoi? Eh bien, c'était un court-métrage. Et elle utilisait le Circle Vision 360. C'était déjà pas mal. On avait quand même 9 écrans dans cette pièce. 9 écrans, et sur l'époque, c'était déjà pas mal, hein. Ça envoyait déjà. En personnage, on avait qui? Alors, on avait un robot qui s'appelait, selon les accents, Timekeeper ou Timekeeper. Et il était accompagné de Nine Eyes. Alors, Nine Eyes pour 9 caméras, vous l'avez bien compris. Et c'est elle qui nous servait un petit peu de Dieu, de Père Dieu pour tout ce qu'elle voyait
au fur et à mesure des avancées du temps. Mais on va y revenir. La salle avant le spectacle. Bah oui, parce qu'il y avait un pré-show déjà à l'époque. Et oui, les pré-shows existent depuis très longtemps à Disney et on en a encore à l'heure actuelle. Par rapport à Web, par exemple. On a un pré-show avec l'acteur. Et bien là, c'était encore le cas. Il y avait une sorte de petite salle pré-show. Alors c'était quoi? C'était une exposition de maquettes, de photos. Alors c'était une salle un peu aux merveilles. C'était la salle des visionnaires. Il y avait des maquettes de Léonard de Vinci, Timekeeper. Alors Tim ou Timekeeper, vous le dites comme vous voulez, moi ça sera Timekeeper. C'était un inventeur, un robot inventeur. Et de base, il voulait nous présenter son invention de voyage temporel. Et Nine Eyes était un peu son cobaye. Un peu comme Ed l'est avec moi des fois. Oh ouais. Mais moi j'ai pas 9 yeux moi. Non, c'est pas faux. Bah, t'en as 4. Oh. Ça y est, tu viens de Je comprendre. viens de comprendre. Ça vient de percuter au cerveau. Timekeeper, il envoie Nine Eyes dans différentes époques et va vivre différentes épopées. On commence déjà très très tôt dans le temps. Premier arrêt, on s'en va plutôt au Jurassique, au Crétacé, et elle fait la rencontre d'un T-Rex. Oh. Heureusement qu'elle est costaud, Nine Eyes, hein, parce que elle subit. Timekeeper se dit, sortons-la vite, on va l'envoyer dans une autre époque. Elle tombe au Moyen-Âge, dans une bataille avec l'armée britannique et écossaise. Aïe aïe aïe, elle tombe pas bien du tout. Alors Timekeeper fait la même chose, il le renvoie ailleurs. Et elle s'en va à la Renaissance. Et là, elle tombe sur Mona Lisa, qui s'en va tout simplement à l'atelier de Léonard de Vinci. On y découvre à ce moment-là la peinture de la Joconde. Sauf que Léonard de Vinci voit Nine Eyes et se dit « Tiens, si je dessinais ?» Pour éviter tout anachronisme dans le temps, eh bien Timekeeper, il fait quoi? Hop, il la transvase et il l'envoie ailleurs. Au XVIIIe siècle, elle rencontre qui? Le grand Wolfgang Amadeus Mozart, à l'époque encore enfant. Mozart était là. Mozart était là. Mozart est là. Mozart est là. Et il joue devant Louis XV et Madame de Pompadour, jouée par Nathalie Baye d'ailleurs. Bref, intrigué, forcément, Nine Eyes, vous imaginez à cette époque-là, un robot qui déboule en pleine Renaissance, c'est un peu compliqué. Avant que ça foire et que ça parte en vrille, Timekeeper, il recommence. Boum, il la renvoie dans un autre monde, dans un autre espace-temps. La fin du 19e siècle. Un souci. Eh oui, la machine s'emballe, et pour le coup, eh bien, on voit la tour Eiffel monter en une fraction de seconde. Oh. Une fois que les perturbations temporelles se sont arrêtées, eh bien évidemment, nous faisons face à Jules Verne. Et ouais, mais pas Jules Verne tout seul en plus. Devant le pavillon de l'exposition universelle. Et on y voit Jules Verne et H.G. Wells discuter, tout simplement, et ne pas être forcément très d'accord. Jules Verne fut intrigué par Nine Eyes. Et forcément, il la prend dans les bras. Sauf que notre petit pote Timekeeper, Oui. eh ben, il n'a pas encore réfléchi parce qu'il l'a fait bouger d'espace-temps. Et forcément, Jules Verne vu qu'il l'avait dans les mains, au début, il est perplexe, puis il comprend très vite. Oui, c'est quand même un visionnaire. Et il demande à Timekeeper, s'il te plaît, emmène-moi dans le futur. Enfin, dans le futur, dans notre présent du coup. Mais pas en voyage temporel cette fois-ci, en voyage spatial. Alors là, c'est Bagdad pour Jules Verne, parce qu'il va se retrouver dans des aventures incroyables. Il va commencer par être installé sur le nez du TGV. Oui, alors c'est pas commun, dirons-nous, c'est un peu spécial, mais ma foi, s'il aimait la vitesse, au moins il était servi. On peut dire qu'il était en première classe. Oh, joli. Et ensuite, il arrive place de l'Étoile. Vous imaginez, place de l'Étoile, pour quelqu'un qui connaît pas, à notre époque, c'est très compliqué. Sauf que, il s'en fout du code de la route. Il n'y en avait pas à son époque. Il a failli créer un accident monstrueux. Mais intrigué par ce type de véhicule, il dit, mais moi je veux en conduire une. Pas de problème. Timekeeper l'envoie où? Sur un circuit. Oui, bien sûr, pas de permis sur un circuit, c'est logique. Sauf que sur le circuit, il est à l'envers. C'est un peu dommage. Et oui, il remonte en sens inverse le circuit. C'est ballot. Timekeeper, du coup, voyant que ça allait pas bien pour lui, il trouve rien de mieux que de l'envoyer sur un bobsleigh. À quel moment? Logique. C'est un robot, même s'il est très intelligent et qu'il invente des choses, il est un peu teubé. Donc pour le coup,
Au bout d'un moment, il se dit, je vais peut-être y aller mollo parce que je vais me le buter. Donc pour le coup, on va peut-être revenir à un truc plus calme. Alors il se dit, je vais l'envoyer dans un sous-marin. Mais pas n'importe quel sous-marin, un sous-marin type abyssal. Donc il s'en va très profondément sous les mers. Et pour le coup, et là il est ému parce que, je rappelle, Jules Verne, c'est quoi? Mais lui sur les mers. Il se dit, chouette, mon truc, il fonctionne. Ils ont réalisé 20 000 lieues sous les mers. Et puis Tim Keeper, comme il s'arrête pas là, il se dit, tiens, je vais l'emmener là-haut dans le ciel. Alors, pas trop loin au départ, dans une montgolfière qui survole la Russie. Sauf que Jules Verne, il se dit, moi à mon époque, j'en ai déjà, alors change un peu. Hein. Ok, Tim Keeper l'emmène, du coup, change, sauf que en bougeant, Nine Eyes et Jules Verne, eh ben il a emmené les amoureux avec, parce qu'il y avait un couple de mariés dans cette montgolfière. Et ils arrivent où? Paris, Roissy, Charles de Gaulle. Donc là, rien n'achètera, ils sont chamboulés, sauf que les mariés, ça les arrange bien, puisque ils sont en voyage de noces. Donc, à Paris, rien de plus romantique. Oui. Au début, il est un peu perturbé, parce qu'il voit des avions. En 1900, il n'y a pas d'avion. Oui. Et il appelle ça des wagons volants, pour l'anecdote. C'est un beau nom pour les avions, je dois avouer. Alors, rien ne se passe comme prévu, comme le début de l'histoire d'ailleurs. Un bagagiste, joué par Gérard Depardieu, leur tombe un peu sur le paletot. Et du coup, eh ben forcément, il se retrouve arrêté par les agents de sécurité. Alors, Nine Eyes explique au bagagiste et à l'agent de piste ce qui se passe, qui il était, ce qui se passait. Et du coup, eh bien, le bagagiste, il se dit, ok, je vais l'aider. Et il essaye d'aider Jules Verne à s'échapper et Nine Eyes. Ensuite, il y a une série de scènes incroyables avec Jules Verne qui monte à bord d'un hélicoptère. Et là, il vole au-dessus de plein d'endroits différents. Des paysages européens tels que le Mont Saint-Michel, le château de... Je vais essayer de le prononcer, mais pour ça, j'ai besoin de mes petites notes. Neuschwanstein. Alors un nom un peu sauvage, mais pour le coup, très joli à voir. Bon, bien d'autres endroits suivent dans cette partie de cette attraction, mais je vais peut-être pas tous vous les montrer quand même. Et là, Tim Keeper, il se dit, je vais l'emmener encore plus haut. Et ouais, il va l'emmener entre la Terre et la Lune. Dis, ça te rappelle pas quelque chose? Si, ça me rappelle quelque chose. Hyperspace Mountain. Alors oui, mais il y a quand même une œuvre de Jules Verne. De la Terre à la Lune. Mais oui. Et là, forcément, il se dit, encore une concrétisation. De la Terre à la Lune qui se réalise pour lui. C'est beau, c'est un bel hommage à Jules Verne et à ses œuvres. La montgolfière rappelle potentiellement un petit peu le tour du monde en 80 jours. Oui, juste. À un moment donné, Tim Keeper, il se dit, ok, stop, on arrête tout, tu repars chez toi. Nine Eyes le ramène en 1900, il arrive à temps, tout simplement pour l'exposition. Et il y a une phrase que tous les fans du Visionarium ont retenue, celle de Jeremy Irons, soit H.G. Wells dit « It's not possible » quand il revoit arriver Jules Verne avec Nine Eyes. Bref, l'épopée de Jules Verne s'arrête, mais pas pour tout le monde. Et il propose du coup aux visiteurs, aux guests présents, de vivre eux-mêmes cette aventure, et non pas à travers les yeux de Nine Eyes. Une famille est dès lors désignée et part avec Nine Eyes pour Paris au XXIe siècle. Et il se retrouve à bord de la Reina Stella, d'où le partenariat avec Renault, de Renault. Eux-mêmes l'avaient créée. Alors cette voiture, elle n'est pas basique, elle permet de voler. Et là, on voit quoi? La machine à remonter le temps de Wells, telle qu'il l'avait imaginée dans son livre. Et elle surgit à côté de la Reina Stella. Et ouais, avec à son bord Jules Verne et Wells, arrivant tout droit du 19e siècle. Du coup, tout le monde finit avec ce dernier voyage. C'est une belle épopée, je l'ai racontée en entier parce que, pour moi, c'est une belle attraction qui a certes disparu, a été remplacée par Buzz Lightyear Laser Blast, mais qui reste des vestiges, parce qu'on voit Nine Eyes dans Buzz Lightyear Laser Blast. Mais il faut ouvrir l'œil quand même, hein. Et le bon. Et le bon. Alors demain, on va s'attaquer à qu'est-ce que cette année nous a coûté à Disney.
Eh ben là, il y a du calcul, les amis. Donc, il nous a demandé, est-ce que vous avez fait un peu on va dire, les totaux de ce que vous a coûté Disney cette année? J'avoue que non. Donc, DJ Manu, je te réponds, on va se faire cette vidéo demain. On va calculer cette année ce qu'elle nous a coûté pour aller à Disney. Et puis, du coup, on va voir si oui ou non, eh bien, ça valait le coup. Oui. Et comme ça, on va peut-être voir la différence, l'évolution cette année, de janvier à décembre, ce qui a changé, ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué, ou ce qui a empiré du coup. Donc on se fait ça demain. Ça va être une vidéo un peu plus courte. On va essayer de se faire ça sur une 10-15 minutes maxi, comparé à d'habitude. On est plus entre 20 et 40 minutes. On espère que ce vlog vous aura plu. Nous, on vous fait de gros poutous. Et on vous dit à demain pour la vidéo sur les dépenses de Disney. Allez, ciao les loulous, gardez le sourire. À demain. À demain. Mouah. As the leaves start falling down and the shadows